C'est étrange de penser à la variation des espèces au sein de notre propre genre, Homo. Bien sûr, les Néandertaliens, les Dénisoviens et Homo erectus sont tous très différents de nous, mais nous pensons souvent que nous sommes très similaires. Il est très humain de penser que nous sommes au-dessus des lois de la nature, au-dessus des processus naturels de l'évolution. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une espèce qui va parfaitement illustrer l'impact de l'évolution sur notre genre. Sur une île dans un pays entouré par l'océan, une espèce apparentée à la nôtre était endémique. Isolée sur l'île de Flores, qui fait aujourd'hui partie de la nation d'Indonésie en Asie du Sud-Est, vivait une espèce humaine assez radicalement différente de la plupart des autres. C'était Homo floresiensis, l'homme de Flores ou l'homme de Flores. Isolé sur l'île, loin des autres genres humains, l'évolution a pu suivre son cours librement chez cette espèce. Et par conséquent, c'était la plus petite de toutes les espèces humaines. Mesurant à peine un peu plus d'1 mètre de haut, Homo floresiensis a été affectueusement surnommé le Hobbit de la vie réelle, d'après le livre du même nom de John Ronald Reuel Tolkien. Cette petite espèce humaine était tout à fait différente de tout ce que l'on trouve dans les archives fossiles humaines, à l'exception peut-être de Homo luzonensis, dont l'évolution raconte une histoire similaire sur l'île de Luçon aux Philippines. Et aujourd'hui, nous allons examiner en détail ce que nous savons sur Homo floresiensis. Nous allons remonter le temps jusqu'à l'île indonésienne de Flores pour découvrir à quoi ressemblait cet étrange être, comment il vivait, comment il a évolué et, finalement, comment il a disparu. C'est un cas tout à fait unique, car nous assistons de première main au processus de l'évolution en action et à la façon dont il a affecté certains de nos premiers cousins. Rejoignez-nous pour un voyage à travers la vie de Homo floresiensis, ou le véritable Hobbit. Nous sommes plus proches de Homo floresiensis que vous le pensez. Bien qu'il puisse sembler qu'une espèce humaine à l'apparence aussi primitive soit perdue dans les annales du Pléistocène moyen, elle n'a en réalité disparu qu'il y a environ 50 000 ans, après être apparue il y a environ 190 000 ans. C'est une période relativement courte pour qu'une telle espèce ait existé sur la planète Terre. Durant environ un quart de cette période, les Néandertaliens ont parcouru les régions nordiques glacées pendant la célèbre ère glaciaire. Même si nous sommes proches de cette espèce à l'échelle des temps géologiques, nous avons encore beaucoup à apprendre sur la physiologie réelle et la structure de ces petits hominidés. La science connaît Homo floresiensis depuis septembre 2003. Lorsqu'une équipe conjointe d'archéologues australiens et indonésiens s'est rendue dans la grotte Liangbua de Flores dans le but d'étudier les origines de la migration humaine de l'Asie vers l'Australie, en supposant que les îles indonésiennes servaient en étape sur le trajet. Pendant que la recherche était en cours, l'un des archéologues de l'équipe a fait une découverte remarquable. Les os d'une espèce humaine, qui ne devait mesurer qu'un peu plus d'1 mètre au mieux, le spécimen a été nommé LB1, d'après la grotte dans laquelle il a été découvert. Et plusieurs autres squelettes ont ensuite été déterrés au cours des 12 mois suivants. En tout, environ 15 squelettes incomplets sont connus de la science. L'un d'eux a été retrouvé avec un crâne partiellement conservé, nous donnant une bonne indication de la structure faciale d'Homo floresiensis. La propriétaire du crâne a depuis été surnommée la Petite Dame de Florée, et on estime qu'elle avait environ 30 ans au moment de sa mort.
D'autres restes fossiles attribués à l'espèce comprennent des dents, des os des bras et des jambes, des pieds, des doigts, des hanches et des épaules. Les fossiles ont été identifiés, décrits et nommés par l'anthropologue Peter Brown en 2004, nommés Homo floresiensis, d'après l'île que les primates appelaient leur foyer. La première chose remarquée sur l'espèce, cela va sans dire, c'était ses yeux minuscules. Non seulement Homo floresiensis était physiquement petit, mais il avait aussi une capacité crânienne inférieure à celle de Homo sapiens. Cela ne veut pas dire qu'il était moins intelligent, nous en parlerons plus en détail plus tard, mais l'utilisation avancée d'outils et la création du feu ont été associées à l'espèce, ce qui indique qu'il s'agissait effectivement d'une espèce intelligente. En fait, vous auriez pu distinguer nos deux espèces rien qu'en regardant les régions du visage. Les dents de Homo floresiensis étaient comparativement plus grandes que les nôtres. Ils n'avaient pas de menton proéminent comme le nôtre, et leur nez était plus large et plus plat que le nôtre. Les petits hominidés de Flores étaient aussi plus robustes que nous. Leurs os des jambes étaient relativement plus épais, et leurs pieds étaient longs et plats avec des orteils courts. En conséquence, les individus d'Homo floresiensis pliaient que les genoux plus en arrière que nous en marchant, ce qui les obligeait à avoir une vitesse de déplacement faible et une démarche inhabituelle, les amenant à lever haut les pieds au lieu de marcher avec les pieds près du sol. Leurs os des bras étaient aussi orientés différemment des nôtres. Les articulations du coude d'Homo floresiensis n'étaient pas aussi flexibles que les nôtres, ce qui les obligeait à adopter une position presque constamment haussée des épaules avec des mouvements limités des articulations du bras. Les poignets de ces hominines ressemblaient aussi davantage à ceux des premières hominines australopithèques, ceux qui ont d'abord quitté les arbres pour marcher sur deux jambes au milieu du Pléistocène. Cela ne signifie pas que leur corps était moins évolué que ceux des autres espèces humaines. Ils avaient évolué pour s'adapter à un rôle spécifique sur leur nouvelle île, et chaque adaptation aurait été le résultat de l'évolution pour convenir à ce nouvel habitat. Une découverte remarquable en effet, mais qui n'est pas sans poser ses propres problèmes. Au moment de sa découverte, Homo floresiensis était différent de toute autre espèce humaine connue de la science. Bien que l'espèce ait été nommée comme distincte d'Homo sapiens en 2004, plusieurs théories sont rapidement apparues, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur et que ces petits habitants de Flores étaient en réalité des membres de l'espèce Homo sapiens, qui souffraient de déformations physiques dues à des malformations congénitales. Ces théories ont à leur tour été contestées, mais nous allons les explorer dans cette section. La première condition proposée à partir des crânes d'Homo floresiensis était la microcéphalie. Une maladie rare où, à la naissance, la tête d'un bébé est plus petite que prévu. Ceci est généralement dû au fait que la tête du bébé ne se développe pas pendant la grossesse, mais cela peut aussi survenir après la naissance si la tête du nourrisson cesse de grandir une fois qu'il est né. Cela peut aussi causer des problèmes de développement mental plus tard chez l'enfant. C'était la théorie du neurologue américain Joachim Weber, qui a comparé le crâne de L.B. avec celui d'un humain atteint de microcéphalie, concluant que le spécimen d'Homo floresiensis se situait dans la plage de taille moyenne des Homo sapiens atteints de cette condition. Depuis lors, il y a eu un va-et-vient, les scientifiques débattant pour et contre la théorie de Weber.
La majorité de la communauté scientifique considère cependant Homo floresiensis comme une espèce distincte et estime que les crânes sont de taille normale pour l'espèce, sans aucun signe d'altération. Il a également été avancé en 2007, dans une étude des ossements d'Homo floresiensis, que le spécimen pourrait avoir été un Homo sapiens atteint du syndrome de Laron, une condition qui pourrait résulter d'un croisement, lorsque l'humain est incapable d'utiliser les hormones de croissance, ce qui entraîne souvent une taille plus petite et un crâne plus petit. Ceci aussi est douteux, car aucun échantillon d'acide désoxyribonucléique n'a été prélevé pour le prouver ou l'infirmer. Il a également été suggéré, puis presque totalement réfuté, que le syndrome de carence congénitale en iode et la trisomie 21 pouvaient être en cause, deux affections connues pour provoquer des troubles de la croissance physique et mentale tout au long de la vie d'un individu. Dans tous les cas, des études ultérieures ont montré que les os homofluorescents en question ne présentent pas suffisamment de symptômes ou de caractéristiques de ces affections pour que ces théories soient exactes. Donc, nous savons à quoi ressemblait Homo floresiensis et où il a été découvert. Mais comment a-t-il évolué ? Comment une espèce descendue d'hominidés presque de la taille des humains modernes est-elle devenue aussi petite en comparaison ? La réponse se trouve dans son environnement insulaire. Le nanisme insulaire, ou nanisme d'île, est le processus évolutif qui s'est produit pour donner naissance à Homo floresiensis. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Nos petits cousins hominidés en sont en fait un exemple parfait. À leur arrivée à Flores, les descendants d'Homo floresiensis s'y sont retrouvés piégés par inadvertance. On ne sait pas exactement comment leurs descendants sont arrivés à Flores. Peut-être ont-ils dérivé sur des débris portés par les vents marins depuis l'Asie continentale. Ils ont peut-être nagé, sauté d'île en île et utilisé des radeaux de bambou à travers la Malaisie et l'Indonésie lors de leur progression. Autrement, il se pourrait qu'un pont terrestre temporaire soit apparu, reliant Flores à la région où vivaient et les descendants d'Homo floresiensis, pour ensuite disparaître et piéger une population sur place au fil du temps. Au fil des millénaires, les descendants d'Homo floresiensis ont commencé à changer en s'adaptant à leur nouvel environnement. Sur le continent, un hominidé pouvait voyager où il le souhaitait. Sans barrière naturelle, la nourriture abondait et le monde s'offrait à eux pour l'explorer. Sur une île entourée par l'océan, cependant, ces personnes se sont retrouvées d'y piéger. Pour une raison ou une autre, ils n'ont pas réussi à quitter l'île en toute sécurité. Une île n'est grande que jusqu'à un certain point et les ressources alimentaires, si vous ne pouvez pas la quitter, sont limitées. La sélection naturelle intervient donc, et pour les espèces qui y parviennent, de petites tailles évoluent. Être plus petit signifie généralement que vous n'avez pas besoin d'autant de nourriture pour alimenter votre corps et, en retour, cela vous rend mieux adapté pour faire face à un environnement limité. On observe aujourd'hui de nombreux exemples de nanisme insulaire à travers le monde. L'île de Nosihara, au large des côtes de Madagascar, regorge de créatures qui sont bien plus petites que leurs homologues du continent malgache, en raison du nanisme insulaire. Parmi les exemples, on trouve le lémur nain de Nosihara et le caméléon nain de Nosihara, qui ne représentent qu'une infime fraction de leur taille habituelle lorsqu'ils sont trouvés ailleurs. Cela s'est même produit chez les dinosaures.
Le Rhoposaurus, un genre de dinosaure sauropode à long cou apparenté au célèbre brachiosaure, s'est retrouvé isolé sur des îles qui font aujourd'hui partie de la Basse-Saxe en Allemagne. En conséquence, ces créatures mesurées 6 mètres de long, ce qui est relativement petit quand on considère que leurs cousins du continent atteignaient en 23 mètres. A l'inverse, le Lycion de Solespa Aaes et Damkos, le gigantisme insulaire peut aussi se produire. Essentiellement, c'est le contraire de ce qui est arrivé à Homo floresiensis. Au lieu que de grands animaux rétrécissent, ce sont les petits animaux qui deviennent grands. Souvent, cela se produit s'il y a une abondance de nourriture disponible sur l'île, qui n'est pas exploitée par une espèce déjà présente dans cet écosystème. Des exemples modernes incluent les tortues géantes des Galapagos, l'aigle des Philippines et le gecko géant de Nouvelle-Calédonie. Alors que parmi les espèces disparues, nous avons les moas géants, les lémuriens paresseux et les dodos. Comme d'autres espèces d'hominidés qui s'étaient répandues sur la planète à la fin du Pléistocène, Homo floresiensis n'était pas étranger aux outils et à la technologie. Il n'était pas du niveau de certains des membres plus récents du genre Homo, comme Sapiens et Néandertaliens, mais il remplissait à la tâche que ces petits hommes insulaires leur demandaient, les aider à se nourrir. Parmi les outils utilisés par les premiers habitants de Flores, on trouve des éclats et des lames de pierre, des outils de perforation et des pointes. Ces outils remontent à environ 102 000 ans et étaient probablement utilisés pour trancher et poignarder de petits à moyens mammifères chassés par Homo floresiensis. De plus, des recherches menées sur la brillance et les résidus présents sur certains des outils en pierre de Flores indiquent que ces personnes utilisaient certaines des lames et des dispositifs de coupe pour façonner le bois, ce qui pourrait suggérer qu'elles étaient pas capables d'utiliser des lances ou des pièges. Ceux-ci auraient été rudimentaires, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ils auraient le permis de blesser efficacement les animaux qu'Homo floresiensis préférait chasser, afin que le groupe puisse s'approcher avec leurs lances et leurs lames. Nous avons également des preuves concrètes qu'Homo floresiensis était capable d'utiliser et de maîtriser le feu. Les ossements d'animaux de la région présentent des traces de brûlure, ce qui laisse penser qu'ils ont été cuits, ou du moins maintenus au-dessus du feu pour rendre la viande plus savoureuse. Comme d'autres premiers humains, il est raisonnable de penser que Homo floresiensis savait au moins transporter le feu, ou en tirer le meilleur parti lors de la chasse sur le terrain. Cependant, ce n'était pas seulement de la viande que ces petits hominidés consommaient dans les jungles de Flores. Les preuves typées démontrent que ces humains cuisinaient en dananes viande et végétaux. Et l'usure des dents des spécimens collectés pourrait être due au fait que ces individus mâchaient tard des matières végétales dures et fibreuses. Il est également raisonnable de supposer qu'en parcourant leurs îles, ils ramassaient une variété de fruits pour compléter leurs régimes alimentaires potentiellement diversifiés. Pourtant, bien que cette espèce soit apparue relativement tard au Pléistocène, il y a peu de raisons de croire qu'ils avaient d'abord développé un langage complexe. L'absence de preuves montre que ces insulaires n'avaient pas développé leur appareil vocal pour tenir une véritable conversation. Au lieu de cela, il est possible qu'ils produisaient une série de sons ressemblant à des mots, comprenant des grognements, des cris, des hurlements, des exclamations et des jacassements. Aujourd'hui, Flores est l'une des petites îles de la Sonde située dans le sud de l'Indonésie. Dans l'ensemble, ce n'est pas énorme.
Elle couvre environ 15 000 km², une mince masse terrestre sinueuse. Étant une île, les habitats varient. Des volcans et des montagnes surgissent du centre de l'île, entourés de forêts tropicales qui s'étendent maintenant jusqu'aux plages. Au milieu de ces forêts se trouvaient des clairières et des grottes, dont beaucoup auraient été utilisées par Homo floresiensis, alors qu'il vaquait à ses occupations quotidiennes. Des plages de sable, des mers chaudes et des récifs coralliens entourent l'île, et celle-ci est littéralement en fleurs et regorge de verdure. Cela ressemble à un paradis luxuriant, un endroit parfait pour qu'un homininé primitif s'y retrouve coincé pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Apparemment, ça l'était. Homo floresiensis n'était pas seul sur Flores. Et en raison des effets du gigantisme insulaire, ils n'étaient pas les principaux prédateurs. Nos petits cousins vivaient dans l'ombre d'un redoutable chasseur reptilien qui, sans aucun doute, aurait fait d'eux son repas si l'occasion s'était présentée. Le fameux dragon de Komodo. En tant que plus grand lézard du monde, ce prédateur suprême peut atteindre environ 3 mètres de long dans des circonstances extrêmes et peut facilement représenter une menace même pour les membres les mieux préparés de notre propre espèce. Il vit encore aujourd'hui sur les îles entourant Flores, où il utilise une méthode de chasse plutôt macabre. En combinant leurs dents acérées à une morsure venimeuse, il suffit d'un seul coup de mâchoire à ces énormes varans pour tuer leur proie. De nos jours, des groupes de dragons chassent en mordant de grands animaux à sabots, puis ils attendent simplement que le venin et l'hémorragie fassent effet à Stéphane, patientant pendant que la victime subit une mort atroce et prématurée. Il est certain qu'il y a eu des conflits entre Homo floresiensis et les dragons de Komodo dans les jungles et les clairières de Flores, et à moins que les petits hominidés n'aient eu de la chance, cela ne se terminait pas souvent bien pour eux. Heureusement, les primates auraient sans pu grimper, dans des circonstances désespérées, hors de portée du venin, des dents et des 70 kilos de muscles. Un autre carnivore, moins probable, était également présent sur Flores à l'époque de l'homme de Flores. Malheureusement, il est aujourd'hui éteint, perdu dans le néant de l'histoire naturelle, mais de son vivant, il était sûrement spectaculaire. Leptoptilus robustus était son nom, une cigogne sous l'emprise du gigantisme insulaire, de la taille d'un Homo sapiens adulte. Mesurant près de 2 mètres de haut, des restes de la cigogne ont été découverts maintenant dans la grotte de Liangbua, aux côtés de spécimens d'Homo floresiensis. Qu'une espèce ait chassé l'autre ou non, elles étaient certainement des voisines proches. En tant que membre du genre Leptoptilus, cette cigogne a 3 parents encore vivants. Le marabout d'Afrique et les adjutants mineurs et majeurs d'Asie. Les scientifiques ont pu déduire que, en raison de la proximité de ces oiseaux vivants dans l'arbre généalogique des cigognes, la cigogne géante de Flores ressemblait probablement beaucoup à ces espèces, mais en plus grand et sans doute aussi plus féroce. Bien que ses cousins modernes s'énant principalement des charognards, ils sont connus pour s'attaquer à des proies vivantes. Des poissons, des insectes, des amphibiens, des bébés crocodiles et même des flamants roses sont facilement capturés par ces oiseaux à l'apparence étrange. Quelques scientifiques ont émis l'hypothèse que la cigogne géante de Flores aurait pu s'attaquer à des individus Homo floresiensis, en particulier aux membres jeunes ou malades du groupe.
Si c'était le cas, le monde était dangereux pour ces petits primates. Le gigantisme insulaire s'étendait aussi à certains des habitants beaucoup plus inattendus de Florès, les rats. Beaucoup plus grands que les rôles bruns ou noirs que l'on trouve dans les hémisphères nord, ces rongeurs, qui mesurent plus d'un demi-mètre de long, existent encore aujourd'hui sur l'île. Cependant, il n'y avait pas que des rats géants qui partageaient les forêts avec Homo floresiensis. Une multitude colorée d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens et d'insectes auraient volté, bondi et bourdonné à travers le sous-bois. Certains d'entre eux étaient probablement attrapés par les hominines comme repas facile. Aujourd'hui, l'île reste un véritable paradis pour les naturalistes, regorgeant des plumages lumineux des becs-fleurs, des perroquets suspendus, des suimangas, des pitas et des calaos. Peut-être que la créature la plus étrange à partager la forêt avec Homo floresiensis était celle que nos petits cousins ont fini par chasser. Plusieurs espèces du genre stégodon, un animal très proche des éléphants, qui dans d'autres parties du monde atteignait la taille de certains des plus grands mammifères de leur époque. Cependant, il s'agit d'une île tropicale, et rien n'est ce qu'il paraît lorsqu'il s'agit d'évolution et de préhistoire. Les espèces de stégodons sur Florès étant des nains, comparés à leurs congénères continentaux. En fait, ils n'auraient sans doute probablement atteint que la hauteur de votre épaule, et c'est une estimation haute. Certaines de ces espèces étaient plus proches de la taille des ânes et des chèvres que des éléphants, dans un autre exemple frappant et étrange de l'évolution insulaire. Ce sont en fait des os de stégodons qui ont été découverts dans la grotte de Liangbua, avec des traces de brûlure, ce qui implique que ces petits proboscidiens étaient chassés, dépecés, cuits et mangés par les hominidés nains de Florès. C'était un monde où des dragons et des oiseaux géants mangeaient dans des humains, qui à leur tour mangeaient des rampipeux, des éléphants. Comme vous l'avez probablement compris, il n'existe aujourd'hui aucune autre espèce d'être humain vivante sur la planète Terre. Homo sapiens est la seule à subsister, et Homo floresiensis appartient malheureusement au passé. Mais pourquoi ? Sûrement isolés sur leur petit paradis insulaire, ces primates auraient pu prospérer, loin de l'agitation et du chaos du continent. Comme pour tout dans la nature, ce n'est pas si simple. Deux principales théories vont tentamment d'expliquer pourquoi Homo floresiensis a disparu des jungles d'Indonésie. Et comme c'est souvent le cas, l'intervention d'Homo sapiens est mentionnée comme l'une d'entre elles. Des théories ont été avancées, soulignant le fait qu'Homo floresiensis a disparu au moment même où Homo sapiens est arrivé à Florès. Peut-être que, lorsque les deux espèces se sont rencontrées, les habitants de l'île n'ont pas accueilli cette intrusion. Autrement, il se peut que les premiers humains n'aient pas reconnu Homo floresiensis comme des humains, les éliminant afin de pouvoir vivre sur Florès. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que cela ait été violent du tout. Cela pourrait n'être qu'une question de forte concurrence. À l'arrivée de Sapiens, floresiensis n'a peut-être tout simplement pas suivi. Les humains, comme nous le savons, sont destructeurs et, étant plus grands, avaient des besoins de plus de nourriture que les habitants originels de Florès. Lorsque les humains ont chassé le stégodon, dont dépendaient les habitants de l'île, peut-être qu'ils n'ont pas pu faire face à la perte de nourriture et ont disparu en conséquence. Il est également possible que les petits hominidés aient été victimes de leur propre environnement. Florès est une île volcanique avec un volcan principal actif, Kalimutu.
des preuves d'éruptions volcaniques montrent que la montagne aurait pu étouffer l'île pendant le Pléistocène, éliminant les grands habitants de Florès, soit directement, soit indirectement, en détruisant leurs sources de nourriture. Quoi qu'il en soit, les petits habitants de Florès sont perdus dans le temps et tout ce qu'il nous reste, ce sont leurs ossements. Partout dans le monde, une myriade de mythes abondent concernant des histoires d'hommes sauvages ou d'hommes singes qui se cachent secrètement dans les régions boisées du globe. Souvent, des espèces préhistoriques sont tenues pour responsables ou attribuées à ces histoires, souvent avec peu de preuves concrètes. Mais ces histoires sont pour le moins intéressantes. L'Homo floresiensis n'échappe pas à la règle. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, ils ne vont pas faire l'objet d'une histoire à la Bigfoot, ni être l'explication du Yéti de l'Himalaya. Non, l'Homo floresiensis a été intégré au folklore indonésien, dans le mythe de l'Ebu Gogo. Les habitants de Florès parlent depuis longtemps de petites créatures ressemblant à des humains qui courent dans les jungles de l'île. Ils ont nommé ces créatures les Ebu Gogo. Ebu signifiant grands-parents et Gogo signifiant celui celui qui mange tout, dans la langue locale Nogai, de la région centrale de Florès. Les histoires des provenants de l'île, transmises vraisemblablement de génération en génération, décrivent les Ebu Gogo comme des humanoïdes rapides, mesurant un peu plus d'1 mètre de haut. Leur visage et leur nez sont larges et plats, leur corps est couvert de poils, et ils seraient capables de produire des bruits de bavardage semblables à des chuchotements, répétant ce qu'on leur dit à la manière d'un perroquet. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? L'une des histoires les plus connues concernant les Ebu Gogo raconte comment, au XVIIIe siècle, les villageois en ont eu assez que ces créatures volent dans leur village et attaquent de leurs enfants. Lorsqu'ils n'en pouvaient plus, il était temps d'élaborer un plan. Dans une version d'Asie du Sud-Est de l'histoire du cheval de Troie, les villageois couvrirent un Ebu Gogo de cadeaux afin de les convaincre d'arrêter leur raid. Plus précisément de la fibre de palmier, qui pouvait aider les petits humanoïdes à fabriquer des vêtements. Mais il y avait un piège sinistre. Dès que les Ebu Gogo emportaient loin la fibre de palmier dans la grotte, les villageois jetèrent une torche enflammée derrière eux, enflammant ainsi les cadeaux facilement inflammables et les créatures qui les transportaient. L'histoire raconte que presque tous les Ebu Gogo ont été tués lors de l'attaque de représailles. Mais un couple a réussi à échapper à l'incendie, et il se murmure que les Ebu Gogo vivent encore aujourd'hui au plus profond des forêts de Florès. C'est une histoire élaborée et divertissante, mais quelle part est vraie entre eux? Pour commencer, les histoires des Ebu Gogo sont antérieures à la découverte de l'Homo floresiensis. Ces récits sont censés s'étendre sur des générations, alors que la science ne connaît l'existence de l'Homo floresiensis que depuis 20 ans. C'est ainsi qu'en 2008, lorsque l'ethnologue Gregory Fort a suggéré qu'il pourrait y avoir un fond de vérité dans les légendes des Ebu Gogo, et que ces histoires décriraient en réalité d'anciennes rencontres entre notre propre espèce et Homo floresiensis, la communauté de la cryptozoologie s'est enflammée. Une recherche rapide sur cette espèce vous mènera rapidement à ses liens avec le folklore. Est-ce vraiment possible? Y avait-il vraiment des populations survivantes de ce petit homininé qui parcourait les forêts de Florès au XVIIIe siècle, volant de la nourriture et des enfants humains dans les villages? La majorité des scientifiques ne le pensent pas. L'absence d'ossements de moins de 50 000 ans fait pencher la balance.
Il n'y a tout simplement aucun moyen qu'une espèce aussi remarquable puisse passer inaperçue sur une île aussi densément peuplée pendant tant d'années sans qu'il y ait de traces ou de détection scientifique. Pour l'instant, il semble que l'Ebougogo restera un mythe, jusqu'à ce que nous ayons une preuve scientifique de l'existence d'un homininé éteint du Pléistocène tardif rôdant dans les jungles de Flores. Homo floresiensis est aussi une référence de la culture populaire. Hobbit est en fait le surnom le plus courant pour ces hominines, basé sur la race fictive de petits humanoïdes dans le livre du même nom. Lorsque les ossements ont été déterrés, certains de ces découvreurs ont même suggéré d'appeler la créature Homo, Hobbites. Voilà, tout simplement. Une île plus étrange que la fiction, perdue dans le temps. Un monde où nos anciens cousins fuyaient les plus grands lézards vivants du monde. Un monde où ces anciens cousins chassaient des éléphants de la taille d'âne. Un monde où il était courant de descendre au bord du lac pour boire, pour se retrouver nez à nez avec une cigogne plus grande qu'un homme. Les îles offrent à l'évolution une toile vierge sur laquelle elle peut s'en donner à cœur joie. Et les résultats donnent souvent naissance à certains des écosystèmes les plus remarquables de la planète. Alors, la prochaine fois que vous vous installerez pour regarder votre épopée fantastique préférée, ayez une pensée pour vos cousins disparus depuis longtemps, les petits Homo floresiensis des îles de l'ancienne Indonésie.